cette nouvelle émission de Débris Sport. Et ce soir, nous sommes accompagnés de 3 chroniqueurs, de Louis, Axel et Jordan. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Et ce soir, du coup, une émission un peu spéciale où on va beaucoup parler de NBA, n'est-ce pas Timothée ? Évidemment, on va revenir tout d'abord sur le match qui se disputera à Paris. Voilà, on va y revenir. On parlera aussi des autres sports. On parlera un peu de rugby. Il y a une liste des Bleus qui est sortie. On parlera également, on fera un petit point sur le handball et la Coupe du Monde. Et on commence tout de suite avec la boxe déjà. Oui, c'est vrai que voilà, vous pouvez voir ici qu'on a des gants de boxe qui sont pas anodins, que Jordan a ramené et qui d'ailleurs va nous faire un petit point, peut-être pour commencer sur Cyril Gane contre Jones en mars. Cette semaine, on a appris via un leak sur la T-Mobile Arena à Las Vegas qu'il y aura un combat John Jones, Cyril Gane, donc notre Français champion de MMA, enfin champion, on l'espère. Personne s'y attendait à ce combat. Ce qui était plus pressenti, c'était un John Jones contre Ngannou. Après, il y a eu des problèmes dans les négociations avec Ngannou, donc le contrat n'a pas été signé. Ça va être une seconde chance pour notre Français de La Roche-sur-Yon, après sa défaite en mai maintenant 2022 contre Ngannou. En face, il a quand même celui qui, on va dire, est surnommé le GOAT, John Jones ou Bones, pour ceux qui aiment le surnommer. L'Américain, il a qu'une défaite en 27 matchs, là où Cyril, lui, a une défaite en 12, pardon. Au niveau des gabarits, est-ce qu'il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre ou c'est, beaucoup plus grand. Alors je sais que John Jones fait 1m93, Cyril lui doit faire 2m1 ou 3, je sais plus, donc il a un avantage de taille. Sur après, la photo c'est pas du tout représentatif de la taille. Non, alors après aussi ils ont quand même jamais été face à face, donc c'est sûrement un montage cette photo. En revanche, John Jones, 1m93 pour 93 kg, on va dire qu'il est très bien proportionné, il a une très bonne allonge. Et puis là, on va dire il a un petit avantage sur Cyril, c'est qu'il est, on va dire, plus complet. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est que c'est deux combattants qui aiment le striking, c'est-à-dire jouer avec leurs bras. Et aussi, les deux ont un très très bon jeu de jambes, même si là, je mettrais encore un avantage pour l'Américain. Et quel est l'enjeu de ce match, le plus grand enjeu l'enjeu de ce match, c'est d'un côté, il y a notre Américain qui a su défendre 10 fois son titre de champion, qui fait son retour après 3 ans sans combattre, qui espère redevenir champion. Et de l'autre, on a notre Français, Cyril Gane, qui lui espère devenir champion. Il avait gagné la ceinture intérimaire. On sait que ça a du mérite, mais c'est pas vraiment... le vrai titre, il y a toujours ce goût d'inachevé. Donc soit la rédemption pour l'un ou soit la congratulation pour l'autre. Toujours en boxe, il y a aussi Tony Yoka qui a annoncé qu'il fera son grand retour. Oui, exactement. Pareil, le champion olympique 2016 à Rio, il a annoncé qu'il allait faire son retour. Pour ça, il va affronter le Camerounais Takam. Quel profil Takam Takam, c'est un vétéran, il a 42 ans. Il a 39 victoires, je crois, pour 7 défaites et un nul. On va dire qu'à ses 30 ans maintenant pour Tony Yoka, ce combat c'est plus pour le relancer que vraiment en faire une tête d'affiche. Après, je pense que il a des envies, Tony Yoka, il a envie d'aller chercher plus haut et malheureusement sa défaite en 2022 l'a beaucoup freiné. Sa première, alors lui qui n'avait jamais perdu, il avait été champion olympique, tout s'était enchaîné derrière en France, il faisait gagner, ça lui a mis un gros coup de frein. Juste pour finir du coup sur Tony Yoka, parce qu'après on va passer au basket. Ouais. Tu penses que son objectif à court ou moyen terme c'est quand même les Jeux Olympiques 2024 ? Non, clairement pas. Lui aujourd'hui, là, ça va être champion WBC, pardon, je pense. Il a dit que ce combat, il a un but, c'est espérer le faire entrer dans le top 10 mondial. Okay. Et puis voilà. Et tu penses pas qu'il peut rivaliser pour les JO ? Pour les JO, même lui, il ira pas aux JO. Ah oui, il les fera pas. Okay. Il les a gagnés, il les fera pas. Ok, très bien. On va maintenant passer au basket. Voilà, il y a la saison de NBA maintenant qui a commencé il y a 3-4 mois. Et pour commencer, on va faire un petit récap de vos tops, de vos meilleures équipes conférences Est et Ouest. Donc c'est les top 5 en gros. On va commencer avec peut-être Axel et ton 5 qui va être normalement diffusé en grand écran sur le live.
Alors, pour mon 5, du côté West, j'aurais mis Jokic, James et Markkanen, Morant et Curry. Alors pour m'arrêter un petit peu sur ce 5, il y a une certaine surprise peut-être pour certains, c'est Markkanen. Alors voilà, c'est pas parce que je suis un fan des Jazz que je mets Markkanen, c'est surtout parce que je dirais pas qu'il est seul, mais qu'il porte un peu l'équipe. Il est quand même à 24 points de moyenne comparé à 14 l'année dernière avec les Cavs. Il a fait des années aux Bulls un peu mitigées. Certains diront qu'il était mauvais, certains diront qu'il était moyen bon, mais moi je pense que cette saison ça va vraiment le lancer, le Finlandais. Après j'ai mis Curry à la place de Doncic. Alors forcément j'aurais pu mettre Doncic, hein, forcément vu toutes ses perfs, 60 points, 20 rebonds, 20 passes, on s'en souvient. Voilà, j'ai mis Curry, c'est peut-être le cœur qui parle, mais c'est aussi un mec qui porte son équipe quand même, alors que il a un effectif qui reste bon quand même malgré tout. Il a Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins, mais voilà, ce mec il est quand même avec 30 matchs sur 43, 29 points de moyenne, 6 passes et 3 rebonds. Je pense que voilà, il a fait un début de saison en fanfare avec plus de 30 points. Voilà, il avait porté son équipe l'année dernière du coup pour remporter les NBA avec les Golden State, mais cette année ils sont que 6e pour l'instant. Il a beaucoup été absent. Ils sont que 6e, mais voilà, après sa blessure, avant sa blessure pardon, ils sont allés 10e aux alentours, et après qu'ils soient revenus, ils sont remontés directement 6e. Et tu penses que les Golden State sont toujours des prétendants à la victoire finale Alors peut-être pas aux playoffs, peut-être ils pourront y aller, peut-être en demi-finale, ils vont peut-être jouer à l'expérience, peut-être même la finale, bon j'y crois pas trop, mais on verra, mais je pense pas à la victoire finale, il y a quand même des très gros concurrents, et justement à l'Est, il y a des très grosses équipes. Moi j'ai mis Tatum, Giannis, Durant, Brown et Mitchell. Mitchell incontournable pour moi, il doit y être, il est juste stratosphérique. Bon, il défend pas trop, voilà, c'est pas trop son style de jeu, mais voilà, il est quand même 71 points. Je voulais revenir justement sur ce match où il a marqué 71 points, c'est une performance c'est incroyable. Voilà, Tatum, pour moi il est incontournable. Boston, une des meilleures équipes de l'Est, si ce n'est la meilleure. Giannis, comme d'habitude, trop imposant, dominant, tout ce que vous voulez. Et puis Durant, bon, malgré sa blessure, voilà, je le laisse ici parce qu'il est quand même incroyable. Il peut marquer à n'importe quel endroit du terrain, driver n'importe quel joueur, attaquer n'importe quel joueur, défendre sur n'importe quel joueur. Enfin bref, c'est exceptionnel. Et puis Jaylen Brown, peut-être une petite surprise pour certains, mais moi je vois bien Jaylen Brown. Alors pour moi il est un petit peu sous-coté parce que bon, les Boston, ça surtout sur Tatum, et bon, même si Smart on n'en parle pas beaucoup, il y a quand même des sacrés médias qui en parlent, mais moi je trouve que Jaylen Brown, voilà, ça fait quelques années qu'il y est déjà, et il est toujours présent, il est toujours là, il marque certains buzzers, donc il est parfois clutch, et je le mettrai parce que je trouve qu'il mérite quand même d'être dans ce All-Star, et bon, ça pourra pas être forcément pareil pour tout le monde, mais moi j'adore ce joueur, et voilà. On nous dit dans le chat peut-être Irving qui pourrait peut-être, qui manque du coup dans ta conférence Est. Peut-être Louis, t'as un mot à dire sur ce joueur. Moi je l'ai mis dans mon 5, donc okay. Est-ce qu'on peut passer du coup la régie au 5 de Louis, et on va commencer avec la conférence Est du coup en parlant un peu d'Irving. Du coup moi j'ai mis Irving parce que enfin il se met, par rapport à la saison dernière, il s'est vraiment mis à jouer. Bon, là, il y a une petite baisse de niveau depuis la blessure de Kevin Durant. Mais en tout cas, il s'est vraiment amélioré. Il y a son buzzer beater face à Toronto, moi qui me marque, où c'est Durant qui lui laisse la balle et puis tout seul, il va aller la mettre. Donc pour moi, je le mettrais. Alors bien évidemment je mettrais Mitchell parce qu'il a fait une grosse saison, mais j'avais quand même envie de souligner Haliburton parce qu'il a vraiment fait une grosse amélioration. Il est à 20 points, 10 passes. Les Pacers ils sont 8e de la conférence Est, on ne s'attendait pas à ça. Donc, vraiment pas. Donc il s'est vraiment amélioré. Moi j'ai mis toujours Tatum, Antetokounmpo, pareil pour moi c'est les deux intouchables exactement. Et puis j'ai mis Embiid à la place de Durant parce que 33 points, 9 rebonds, c'est énorme. Alors il est 3e au classement conférence. Exactement. Encore cette nuit je crois qu'il en a planté 41. Facile, oui. Ouais. Et ce que je voulais dire c'est qu'il avait quand même loupé beaucoup de matchs. 41 cette nuit. Il avait loupé beaucoup de matchs, mais il arrive quand même à se remettre dedans. Là, depuis qu'il est revenu, ça va beaucoup mieux. Donc voilà. À l'ouest, moi j'ai mis Fox et Shai sur le front de court. Alors Shai, ça paraît peut-être un peu plus
pas bête pour les autres comparé à Fox. Shai, il est à 30 points. Bon, son bilan avec les Thunder l'aide pas, mais je trouve qu'il s'est vraiment amélioré. C'est devenu la star, l'homme auquel on pense quand on regarde OKC. Il est devenu super agréable à jouer, une grosse amélioration. Et Fox, j'avais envie de le mettre parce qu'on n'en parle pas assez des Sacramento Kings. Je pense que c'est bien de mettre un joueur des Kings. Hein. Parce que l'année dernière, c'était compliqué. Et là, cette année, ils sont 4e. Vraiment, une équipe pareille qui ont fait une sacrée remontée par rapport exactement, qui se sont transformés. Et ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas une équipe comme ça. Hein. Bah ouais, ça fait quand même un bon moment qu'ils n'ont pas goûté aux playoffs. Et j'ai mis Fox à Liberton, comme quoi ce trade était gagnant comme pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà. Et pour mes intérieurs, j'ai mis James, Jokic, Markkanen. Alors t'en as un peu parlé de Markkanen, donc je vais m'attarder un peu plus sur James et Jokic. LeBron James, à 38 ans, il se rapproche de plus en plus de Karim. Il a passé les 38 000 points d'ailleurs. Exactement. Il fait des matchs à plus de 40 points, 35 points, enfin c'est phénoménal. Et Jokic, saison MVP. Et puis j'adore ce joueur très complet. Il est bon. Il est bon scoreur, bon rebondeur et surtout c'est un très bon meneur. Il arrive quand même à toucher toujours les triples-doubles. Donc j'avais envie de le récompenser. Ouais, dans tes deux équipes, j'ai vu que tu as mis des joueurs un peu plus surprenants que Jordan. Je pense à Fox, je pense à Liberton. Après, moi, j'ai pas encore parlé du que Axel, pardon. Et je vois par exemple des joueurs du Kings, des Pacers, etc. Toi, est-ce que tu vois une de ces équipes être la surprise de la saison et peut-être faire quelque chose en playoff, Louis ou pour toi, ce serait qui l'équipe qui ferait un peu la différence cette saison sur mon 5 Pas forcément. En gros, ton favori pour cette année. Ouais. Non, pas le favori, peut-être équipe surprise un peu. outsider. Les Cavs, je vois bien aller en finale. Pourquoi finale de conf. En finale de conférence. Ouais, je les vois bien parce qu'ils ont un vrai effectif. Mitchell, quand ça prend feu, on l'a vu, ça fait très mal. Pareil pour Darius Garland. Ils ont des très bons défenseurs comme Okoro, Mobley, Allen. Donc c'est une équipe très complète pour moi. Et Garland aussi. Ouais, ah oui, pardon. Okay. Jordan, on va passer du coup à ton 5 et 5 du coup aussi. Ok, donc voilà, je vais commencer par l'Ouest, je pense, parce que j'aurai plus de choses à dire à l'Est. Je vais faire très rapidement. Donc pareil, LeBron James, on l'a tous mis, 38 ans, ils en ont déjà assez parlé. Puis ces 38 ans, il tourne à 37 points, 9 passes, 8 rebonds, quelque chose comme ça, à peu près. Jokic, il s'arrête plus, il va sûrement être encore MVP. Ce sera son 3e d'affilée. Je sais pas si on se rend compte vraiment. C'est dans le all-time, on va en parler sérieusement. Vous voyez Jokic MVP sans hésiter. Malheureusement. Sans hésiter, il y aura. Je vais peut-être en parler aussi à l'est, parce que là, à l'ouest, s'il y en a un, c'est lui quand même. Et Zion, j'ai décidé de le mettre. Il n'avait pas été mentionné par mes deux camarades, mais qui, on l'espère, ça va tenir ses genoux, ses chevilles, tout. Parce que quand il est là, c'est vraiment un plaisir. Et cette équipe des Pelicans, cette saison, elle est magnifique. Je pense à Ingram aussi. Une équipe de jeunes, mais qui peut aller très loin. Et c'est peut-être une équipe que moi, je verrais en surprise aussi à l'Ouest, qui, pourquoi pas, pourrait atteindre une finale de conf contre Denver. Ce serait un pari que je prendrais. Et ensuite, en extérieur, j'ai décidé de mettre Doncic et Morant. Morant, tout simplement parce que c'est le type de joueur que j'aime. C'est spectaculaire, ça me fait penser à du Derrick Rose, à son prime, pas maintenant. Et Luka Doncic, qui n'a également pas été mentionné du coup par les deux, même si Axel aurait pu le mettre. Mais lui, s'il y en a bien un cette année qui choque tout le monde au scoring, c'est lui aussi. Louis nous disait, Jokic, c'est un joueur qui peut mettre pas mal de triple-double. Je pense que Doncic, c'est également très fort. Il sait tout faire. Je me rappelle sa performance contre les Knicks, il met 60 points. Et je crois qu'il finit en triple-double. Hein. Oui. Vraiment, rien à dire sur ce joueur. Et il est parfait cette saison. Et j'espère, là où par contre il pourra espérer quelque chose, c'est sur des trades qui pourront pourquoi pas l'aider. On parle de Siakam à Dallas.
Donc pourquoi pas, eux aussi des concurrents pour le titre final. Dans vos équipes à tous les trois, il y a 4 joueurs qui reviennent. Du coup, il y a LeBron James, Jokic, Antetokounmpo, Tatum. Bon, ça paraît compliqué pour LeBron James. Enfin, dites-moi si je me trompe, hein, mais pour remporter les playoffs de NBA. Mais peut-être que Tatum, Antetokounmpo, Jokic peuvent peut-être y penser. Pour vous, ce serait qui le favori du coup de la NBA cette année? Bah clairement ici, ce serait là s'il doit en avoir un des trois. Bon, Brunson, Mitchell sur ma compo, je pense qu'ils le seront pas, jamais de la vie. Mais Tatum a de grandes chances aussi, hein, s'il continue comme ça. Avec les Celtics, ils font des choses magnifiques. Il est notamment premier de la conférence. Ouais, il est bien aidé par Brown, Smart et tout ce beau monde. Tatum, il est intouchable cette saison. Personne n'arrive à défendre sur lui. Il peut shooter de partout aussi, comme il le disait avec Durant. Donc très sérieux concurrent au titre de MVP. Bah, il a encore mis 51 points il y a 2 jours, donc c'est vraiment il s'arrête pas, hein. Une grosse performance. Et Jokic, peut-être, je sais pas si c'est une surprise, mais les Denver qui sont quand même premiers de la conférence Ouest, Louis, est-ce que tu penses qu'ils peuvent prétendre du coup à la victoire finale? Oui, ils peuvent carrément prétendre parce que c'est vraiment un collectif. Je voulais revenir sur Jokic et Doncic. Tu dis qu'il faisait des triples doubles, mais il y en a un, il arrive à bonifier en fait son effectif. Et Jokic, c'est ce qu'il arrive à faire en fait. Quand tu regardes autour, tout le monde arrive bien à jouer. Et c'est ça la force de Denver. Alors là où j'aurais un petit point faible, c'est sur le remplaçant de Jokic. Je crois que c'est DeAndre Jordan derrière lui. Et DeAndre Jordan, pas le même profil. C'est pas le même profil, et puis je suis pas sûr que ça tienne pour les playoffs en fait. Donc à risque peut-être de blessure, on sait que Michael Porter Jr. aussi est un injury prone. Avec son dos, c'est compliqué. Jamal Murray, on sait jamais physiquement. Ouais, avec il s'est fait les croisés, je crois. Il a pas joué pendant un an là. Hein. Il a pas joué pendant toute la saison. Il arrive bien à revenir, mais bon, c'est compliqué. Après, ils ont des bons joueurs comme Bruce Brown, KCP, il y a Highland, qui sont des bons role players et qui arrivent à bien bonifier cette équipe aussi. Et vas-y. Et ouais, selon vous, est-ce que parmi là du coup vos 5 majeurs dans les 2 conférences, il y aurait une surprise pour les MVP cette année? Pour les MVP, Doncic ou même Jokic pour les MVP, qui du coup. Non, moi je pense pas qu'il y aurait une surprise, mais moi j'aimerais bien parler aussi de James. Je pense que pour les playoffs avec les Lakers. Alors, c'est pas encore fait. Hein, moi, je pense qu'ils vont les faire. Voilà, je mets peut-être une petite pièce, mais je me mouille un petit peu. Mais les Lakers sont actuellement 13e conférence Ouest. Je pense qu'ils vont les faire en remontant dans cette seconde saison avec les play-in, mais je pense aussi que s'ils les font, dans ce cas-là, LeBron va se réveiller et va nous faire une 2016. Alors j'espère, hein, il a 38 ans quand même, c'est pas rien. Hein. Il n'avait pas cet âge-là il y a 7 ans, mais je pense vraiment qu'il faut regarder un petit peu plus cette équipe seconde partie saison. S'ils vont pas en play-in, bon bah tant pis. S'ils vont en play-in, là je pense que ça peut devenir dangereux. Alors faut parler d'Anthony Davis. Ouais, voilà. S'il n'y a pas Anthony Davis, je pense que les Lakers, malgré un LeBron qui sera à niveau. Bien sûr, faut parler d'Anthony Davis parce que quand il y a Russell Westbrook qui s'enferme tout seul pour rater un panier, c'est pas forcément une grande aide. Mais je pense que si Anthony Davis revient aussi à un bon niveau, il se blesse pas encore et encore et encore. Ouais, le niveau c'est pas la question. Quand même un petit peu un bon niveau. Anthony Davis, il est pas avec les Lakers en ce moment et pourtant les victoires s'enchaînent pour les Lakers malgré tout. On voit que par contre quand il est là c'est encore mieux. Oui, voilà, c'est surtout ça en fait. Donc après tout va se jouer à la trade deadline, il faudra en reparler à ce moment-là. Oui, on va passer du coup maintenant au match du coup qui se déroulera à Paris. Voilà, un match de NBA comme ça a été fait la dernière fois, Louis, je crois que c'était en 2020, c'est ça? Oui, Milwaukee contre Charlotte. Voilà, et il y a un Français notamment qui sera à suivre, je crois que vous voulez revenir un peu sur lui, sur Killian Hayes, Axel. Je pense qu'on en reviendra aussi lundi après son match parce qu'on a tous les deux un avis, on pense tous les deux qu'il va faire un gros match, mais je pense qu'on en parlera plus lundi. Ok, et du coup Louis, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette affiche du coup qui est en fait un peu une affiche historique aussi qui jouera à Paris? Ouais, on peut penser à premier abord que c'est une affiche un peu bas de tableau, des trois qui tankent et puis les Bulls qui sont pas en forme cette année, mais c'est une affiche remplie d'histoire et de rivalité. Pour ceux qui maîtrisent pas le terme tank, oui, en fait c'est perdre intentionnellement, on va dire, pour essayer pour la future draft d'avoir le meilleur choix et de sélectionner le futur meilleur jaune, Victor Wembanyama par exemple. Donc
Ouais, ça remonte dans les années 80, la grande rivalité entre Pistons et Bulls. Donc moi, je vais parler des Bad Boys, donc de Détroit. Donc ils se situent entre 87 et 94, on va dire à ce niveau-là. Donc le 5, c'est Isaiah Thomas, le meneur, je pense que tout le monde connaît, Hall of Fame, très grand passeur, slasher, avec un très grand vis. Il est juste là exactement. Assez petit, il fait 1m85, c'est plus petit que Tony Parker par exemple. Qui fait 87 je crois. 88. Exactement. À côté de lui, il y a Joe Dumars, le gentleman de cette équipe. Pareil, lui, MVP des finales 89, si je dis pas de bêtises. Très très fort, très complet, bon défenseur, bon shooter à 3 points. Vinnie Johnson, pareil, un bon 3&D. Rick Mahorn, qui est un garçon qui sait tout faire offensivement et défensivement. Puis je vais un peu plus m'attarder sur Bill Laimbeer. Alors lui c'est un peu spécial parce que c'est un fin fond de second tour. Il est obligé de passer par l'Italie pour se faire une place en NBA. Et puis il a été drafté par les Cavs au début. Ensuite il est tradé à Détroit. Et lui il a carrément un jeu à son nom qui s'appelle Bill Laimbeer Combat. Voilà. Donc c'est pour dire un peu le nom, le type de personnage. C'est un grand défenseur un peu fou qui n'hésite pas à coucher son adversaire. Je vous invite à regarder des compilations si vous avez envie, mais il tape son adversaire, il le couche au sol, et c'est un peu de sa manière de défendre. Et c'était aussi un des seuls à pouvoir shooter à 3 points à l'époque. Pour un grand, c'est un peu une anomalie à l'époque. Et Isaiah Thomas se félicite d'avoir un peu inventé le small ball avec cette équipe. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et il y a Chuck Daly aussi en coach, donc un gros meneur d'hommes, un entraîneur qui sait gérer ses égos, qui a su les contenir et qui est un très bon tacticien, surtout défensivement. Et je vais revenir juste après. Il ne faut pas oublier aussi Dennis Rodman et John Saleh. Dennis Rodman, je t'en laisserai un peu plus parler. Et voilà. Alors d'où vient ce surnom des Bad Boys? Alors il y a deux histoires que je vais vous raconter. Alors la première, c'est après une déclaration de Thomas. Donc Rick Mahorn est exclu et Thomas dit aux médias: si les instances et les médias veulent faire de nous une équipe de basketball qui joue comme les Raiders, donc une équipe redoutée en NFL, nous pouvons devenir une équipe très très agressive et faire savoir aux gens que c'est le type de jeu que nous pratiquons. Donc c'est à ce moment-là qu'ils se disent bon bah là on va vraiment changer notre style de jeu et devenir bien plus agressif. Et la deuxième histoire, c'est après les finales de conférence 87 face aux Celtics qui vont perdre 4-3. Dennis Rodman, en mauvais perdant, va lâcher. La seule raison pour laquelle Bird gagne tous ses MVP, c'est parce qu'il est blanc. Voilà. Donc Thomas le défend en disant que s'il était black, en parlant de Bird, il ne serait qu'un bon joueur parmi tant d'autres. Malgré des excuses, le mal est fait et c'est le surnom des Bad Boys qui va leur être collé. Donc ils vont remporter la NBA en 89 et 90. Ils vont arrêter l'hégémonie des Lakers et des Celtics et puis retarder l'émergence de Jordan. Axel, du coup, tu voulais revenir alors oui, moi je voulais revenir un peu sur les Bulls et sur Jordan aussi plus précisément. Alors comme mon collègue me l'a très bien envoyé, Jordan c'est troisième pick du tour 1 de la draft 1994. 84 pardon. Voilà, après une mauvaise décision des Portland. Et puis là l'épopée commence. 2 ans après. Je passe un petit peu dans le temps, mais bon, c'est quand même un rookie de l'année, etc. Il vient planter quand même 63 points sur la tête des Boston de Larry Bird, donc en premier tour des playoffs, Game 2. Donc là, c'est absolument exceptionnel. Et Larry Bird lui-même aura dit je croyais que Dieu s'était déguisé en Michael Jordan pour saluer sa performance. Et puis forcément, les Détroits auront stoppé ce Michael Jordan-là. Puis en 1991, c'est là que le premier three-peat commence, donc c'est-à-dire 3 finales de playoffs gagnées d'affilée, avec forcément une première victoire contre les Lakers au tout début, avec un 5 Michael Jordan, Horace Grant, Scottie Pippen, Cartwright et Armstrong. Ils vont gagner 4-1 quand même. C'est assez énorme avec Jordan qui va tourner autour des 32 points de moyenne. Ce qui était beaucoup à l'époque. Surtout pour sa petite taille. Et puis on misait plutôt sur les grands à l'époque aussi, alors que maintenant c'est plutôt l'inverse. En 92, c'est là aussi que les Portland vont être stoppés par Michael Jordan, encore énorme, mais MVP des finales. Ils vont gagner 4-2.
en 93 contre les Suns. Et là, je pense que c'était peut-être un des plus gros matchs que j'ai vu. Bon, il y en a eu d'autres, mais j'y reviendrai. Avec une victoire 4-2 aussi. Contre Barclay. Contre voilà, Charles Barkley, c'est ce que j'allais dire, MVP en titre. Pour moi, voilà, c'était le plus dominant à cette époque-là. Enfin, en tout cas en 1993. Je ne les voyais pas gagner, mais forcément, quand j'étais pas encore né, j'ai vu le match avec les archives et c'était impressionnant. Avec Jerry West aussi pour les Suns. Et voilà, avec 41 points environ à chaque match pour Michael Jordan, c'est absolument stratosphérique. Et puis là, malheureusement pour lui, pour Michael Jordan, c'est une retraite prématurée qui commence avec le décès de son père. Donc en 94, il s'arrête une année. Il reprend en 1995 parce que forcément ça lui manque un peu et puis il avait besoin de cette année pour faire le deuil. Et puis là en 95, il rate un peu le coche. Forcément c'est la première année qu'il reprend. Il a du mal. Et puis par contre en 1996, le deuxième three-peat qui commence. Et puis voilà, c'est absolument exceptionnel. Ils vont battre les Seattle Supersonics de Shawn Kemp et Gary Payton 4-2 encore, avec encore un MVP des finales de Michael Jordan. Pour enchaîner en 97, et là je vais peut-être un petit peu plus parler en rapide du flu game. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, peut-être dans la série The Last Dance. Alors en fait le flu game c'est un jour particulier, même une semaine particulière pour Michael Jordan. C'est-à-dire qu'en fait il était malade, il avait la grippe, une gastro, un peu tout mélangé pendant une semaine, tellement qu'il a loupé les deux entraînements avant le 5e match du coup contre les Jazz. Et en fait, pendant le match, pendant le premier quart-temps, c'est 4 points maximum pour Michael Jordan. C'est du 2 sur 5 au panier. C'est absolument déroutant. Personne s'y attendait. Même si forcément, vu qu'il était malade, il ne savait même pas qu'il allait jouer. Deuxième quart-temps, c'est 17 points. Troisième quart-temps, ça repart. Il était un petit peu malade encore. Il avait mal et tout. Il n'arrivait pas à jouer. Il repart même pas avec 10 points dans le quart-temps. Et puis voilà, le quatrième quart-temps... assez exceptionnel avec un 90-85 à la fin et il finira dans les bras de Scottie Pippen, donc son lieutenant comme on l'appelle, en fin de match totalement épuisé, et puis il finira quand même par avoir cette victoire 4-2. Et puis enfin fin d'épopée en 98 avec une très belle victoire 4-2 aussi contre les Jazz de Karl Malone, double MVP, et John Stockton. Donc forcément, voilà, deuxième three-peat, c'est absolument exceptionnel. Et après, avec The Last Shot, on s'en souvient, voilà, du dernier tir absolument exceptionnel. Et puis après, il prendra sa retraite, puis 2 années au Washington avant de prendre sa vraie retraite, donc sa 3e. Et voilà cette fin de belle épopée. Ouais, très belle époque chez les Chicago Bulls. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Là, ils sont 10e de la conférence Ouest. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Ils vont quand même jouer la qualification pour les playoffs. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils ont des bons joueurs. Ça commence à se réveiller. C'était vraiment le début de saison qui était compliqué. Mais il y a DeRozan qui revient. Lavigne aussi. Et du coup, petite statistique de la confrontation entre les Bulls et les Pistons. Depuis 2019, c'est 12-0 pour les Bulls. Voilà. Et du coup, ils seront quand même largement favoris pour ce match à Paris. Ce sera le 19 janvier à 21h. Et du coup, à suivre... sur Canal+, sur Canal+, sur Beansport, voilà. On fait voilà. Maintenant, on va accueillir Bastien, qui est d'habitude à la régie, mais qui va nous faire un petit point sur Victor Wembanyama. Donc Victor Wembanyama, vous en avez peut-être entendu parler. Je te laisse, Bastien, passer peut-être sur la caméra et venir directement. Donc oui, Victor Wembanyama, le joueur est né et a grandi dans les Yvelines, donc région parisienne. Il a fait du football et du judo avant de s'orienter vers le basket, ce qui est assez étonnant. Il s'est fait remarquer très jeune, puisqu'il mesurait déjà 1m91 à 11 ans. Incroyable. Véridique. C'est un professeur en fait. Il a notamment été démarché par Barcelone, mais il a choisi de rester fidèle à sa ville de cœur et rejoindre le Nanterre 92. Alors que Barcelone est quand même un des plus grands clubs d'Europe. Le plus gros club d'Europe, c'est assez impressionnant. En espoir, il tournait à 10,1 points par match en moyenne, et il a été sacré meilleur contreur du championnat espoir français dès ses premières saisons en espoir. En octobre 2019, il a fait ses débuts avec l'effectif professionnel du Nanterre 92, et il rentre 31 secondes face à Breccia en Eurocup. Il faut bien un début à tout. 31 secondes.
Lors de la saison 2020-2021, il est élu meilleur espoir du championnat de France et est encore une fois meilleur contreur de la compétition dès sa première saison, deuxième saison en effectif professionnel, avec une moyenne d'1,9 contre par match. En juin 2021, les choses sérieuses commencent pour lui puisqu'il signe avec LDLC Lasvel Lyon-Villeurbanne. Donc malgré une saison peu convaincante en Euroleague, où ils finissent 14e, il est quand même sacré champion de France en fin de saison. Il est sélectionné pour son premier All-Star Game et est une nouvelle fois meilleur espoir de la saison avec la Pro A. En 2022, cette année, il quitte Lasvel et rejoint les Metropolitans 92, le Valois-Perret. Il est sélectionné une nouvelle fois pour le All-Star Game et il en sort même avec le titre de Most Valuable Player. Il est aussi passé par l'équipe de France, de sélection. Évidemment. Même s'il n'a pas pu participer à l'Eurobasket en 2022 à cause d'une blessure, il a quand même participé à des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, notamment contre la Lituanie, match qui a été remporté par la France. En octobre dernier, il a disputé 2 rencontres avec les Metropolitans face à la NBA G-League, une équipe américaine de développement des espoirs. Dans le match aller, il marquera 37 points, mais ce ne sera pas suffisant, ce sera une défaite de Levallois. Match retour, 36 points, 11 rebonds. C'est lunaire. Et ce qui a permis le succès au match retour. Suite à ces matchs, il a reçu quelques félicitations de 4 petits joueurs de NBA qui commencent à monter. LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant. C'est sûr qu'à son âge, il est déjà très scruté, très regardé. Même il y a eu une affaire avec les États-Unis qui voulaient acheter les droits d'ailleurs du championnat. Ah bah ils les ont achetés. Hein. Qui les ont achetés, oui. Ouais. Et en fait, c'est surtout son physique et sa qualité de tir qui impressionne parce que il fait 2m21, je crois, quelque chose comme ça. 2m21, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, justement, il faut regarder pour pas qu'il se blesse, etc. Parce qu'il peut avoir des problèmes de dos avec son physique vu qu'il est encore assez mince. Donc c'est génération 2003 2004. Et je voulais rajouter, Bastien il disait il reçoit des félicitations de LeBron James, tout ça. À 18 ans, bon maintenant il en a 19, faut avoir un sacré mental quand même pour pas craquer en route et c'est tout ce qu'on lui souhaite parce que pour l'instant il tient. Il est toujours dans le championnat de France. Et il a un niveau s'il arrive à le garder. Non, et puis ce qui est aussi hyper impressionnant, c'est toute cette hype, j'ai envie de dire, qu'il y a aux États-Unis pour un joueur comme ça qui est hyper jeune. Qui est aussi pour la draft, quand on voit par exemple même des Travis Scott qui viennent juste pour prendre des photos avec lui, etc. C'est vrai que. On pourrait comparer à un autre petit joueur de foot en France, Kylian Mbappé, qui était pareil, très très bon, très jeune. C'est vrai. Et il y a eu un peu les mêmes hype les joueurs. Est-ce que Louis, ça te rappelle peut-être un joueur, peut-être un Américain ou quoi, qui était très jeune, très bon, ou est-ce qu'il y a des profils un peu comme ça d'anciens joueurs qui étaient déjà très jeunes, très bons, et qui ont par la suite remporté des grands titres, etc. Ou peut-être Axel, si vous en avez. Bah en fait, moi, c'est surtout au niveau des 3 points. Un 2m21 et il arrive à mettre des 3 points, ça me bloque un peu parce que dans le sens où j'arrive pas à trouver des joueurs. Mais sinon, dans les fondamentaux, je dirais Duncan ou Hakim Olajuwon. Dans le profil j'aurais dit les mêmes. Durant, oui, c'est vrai. En fait, oui, c'est vrai. Le niveau du poste, etc. Oui. Bah, il joue pas forcément pivot aussi, Victor. C'est vrai qu'il peut jouer. Il peut jouer l'effort. En tout cas, j'aurais dit ces deux-là. Justement, je voulais m'attarder aussi sur les potentielles équipes qui pourraient rejoindre en NBA, vu que c'est quasiment certain qu'il sera le premier choix de la draft. Oui, si joué. Donc pour la première, je voulais noter les Orlando Magic, qui est pour moi pas forcément les premiers, mais un effectif que j'aimerais beaucoup voir. Est-ce que tu peux juste expliquer comment ça marche du coup un peu les transferts rapidement de la NBA pour ceux qui connaissent pas forcément? Louis saura beaucoup mieux expliquer que moi, je pense. Allez, vas-y Louis si tu peux Eh bien, en gros, chaque équipe a des choix de draft. Et selon ces résultats, eh bien, ils sont plus ou moins hauts dans la draft. Donc si tu es premier, tu as tous les joueurs que tu veux qui sont inscrits à cette draft. Et du coup, logiquement, tu peux prendre le meilleur comme Victor. Ou alors tu es 30e et tu attends les 29 autres pour prendre ton petit joueur. Et les premiers de la draft, du coup, c'est pas du tout les premiers de la NBA. Non. C'est les derniers. Justement, c'est juste pour rééquilibrer. Actuellement, NBA, ils essayent, comme il a dit, de tank pour avoir les meilleurs choix. Oui. Est-ce que tu as encore des choses à rajouter sur? Je voulais noter justement cet effectif des Orlando Magic qui serait très intéressant pour Victor Wembanyama. On pourrait noter néanmoins un effectif très jeune, donc 20 ans d'âge moyen, avec Jalen Suggs, Franz Wagner. 20 ans d'âge moyen, ça fait jeune. Avec Jalen Suggs, Franz Wagner, Cartel Junior et Paolo Banchero. Ça ferait une raquette très très violente, qui ferait très très peur même à des grands joueurs.
C'est Banchero Wembanyama. Même Wagner. Wagner aussi. Wagner, très bon jeu. J'ai pas envie de me concentrer à ces 5 majeurs. Ça fait très peur. Et ce qui permettrait au Orlando Magic de remonter dans le classement et avoir une défense qui ferait peur à tout le monde. Et pourquoi pas un titre. Ouais. La première saison. On va passer juste à la suite. Avant de revenir sur un jeu qui sera concentré sur le basket, Bastien d'ailleurs tu peux rester pour le jeu si tu veux. On va juste faire un petit point sur la liste des Bleus qui a été révélée, Axel, pour les préparations au tour à destination. Je vais aller très rapidement pour qu'on puisse faire le jeu, mais ouais, bon, cette liste elle me paraît logique. Voilà, je pense que ça va pas bouger du tout, même d'ailleurs. Peut-être qu'on peut voir en grand écran. Moi, je vais plus m'attarder aussi sur les absents, avec forcément la blessure de Cameron Wauquiez. Moi, quand j'ai vu l'annonce, j'étais un petit peu triste, je vous avoue, parce que j'adore ce joueur. Et c'est un énorme cadre de l'équipe de France. Ouais. Voilà, donc il est blessé. Ça, on le savait. Par contre, Jonathan Danty, encore à côté du talonneur Winnie Antonio qui sera blessé. Avec aussi Maxime Lucu. Alors, je pense que vous avez dû le remarquer, mais c'est un chauve qui remplace Antoine Dupont. Et il est excellent en remplaçant, même il est excellent tout court. Et je trouve ça dommage qu'il soit pas là. Et puis, pour peut-être le dernier, mais ça on le savait depuis longtemps, c'est Gabin Villière. Ailier hors pair, il court super vite. Et puis surtout, il gratte tous les ballons dans les rucks ou alors dans les mêlées. Donc je trouve ça absolument dommage. Je trouve ça attristant même qu'il soit pas là. Mais bon, on le retrouvera certainement pour la Coupe du Monde. Et est-ce qu'Antoine Dupont sera normalement de retour pour le tour destination ? Antoine Dupont a joué la semaine dernière, donc il sera là, il sera opérationnel et je pense qu'il va peut-être pas jouer ce week-end pour peut-être le garder et justement espérer ne pas le blesser. Très bien. On va passer tout de suite au jeu, Joris. Ouais, on va passer au jeu alors qui est encore une fois axé sur la NBA et plus particulièrement donc sur les franchises de NBA et un peu sur l'histoire de ces franchises. Tout simplement, on va vous demander de nous citer les 10 franchises de NBA les plus titrées de l'histoire. Et Jordan, tu vas commencer, ensuite on fera dans l'ordre. Non, pas juste vous en dites un du top 10. Bon, les Bulls, Chicago Bulls. Ouais, Chicago Bulls qui sont 4e parce que cette équipe a gagné cette année du coup avec 6 titres au total. Donc le dernier en 1998. Ok, ouais, Louis. c'est vrai. Boston. Boston qui est premier ex-aequo avec 17 titres. Je dirais les Lakers. Ouais. Voilà. Premier ex-aequo aussi du coup. Bastien. Moins évident, Milwaukee Bucks. Alors les Bucks. Ouais, Milwaukee qui sont de l'autre côté, qui sont 9e avec 2 titres. J'allais dire 10e. Je dirais les Warriors. Les Warriors qui sont du coup 3e avec du coup 7 titres puisqu'ils ont gagné la saison dernière. San Antonio. Ouais. Pour l'instant, c'est un sans faute. San Antonio qui est 5e avec 5 titres. Alors pour faire un petit point, là je crois qu'il doit rester 4 équipes, je crois. 4 équipes. Ok, j'en ai. Mince, je veux dire Miami. Des hits avec 3 titres qui sont dedans. Il vous en reste 3. Toujours pas d'erreur. Hein. Attention Bastien, la pression. Je vais tenter Cleveland. Non, je pense pas. Cleveland qui n'est pas dans le top 10, malheureusement. Dommage. Éliminé Bastien. On va dire... Quand même, je vais répondre vite pour pas perdre du temps. Il reste le bas du classement. Là. Il reste les 8e, 10e et 11e ex-aequo. Enfin, 10e et 11e ex-aequo. Ok. Bon, je vais prendre un risque. Les Knicks. Ok. Qui sont en bas du classement avec ouais. Ouais. Okay. Égalité avec les Milwaukee Bucks. Ok. Les 3. Les 3 qui sont là. Bravo. Et il en reste avec 3 titres, qui est 8e du classement. Et il en reste, une équipe, 2. Elle et puis de l'autre côté. Ok, il reste 2 équipes. Alors il y a eu un leak, mais Fila. Aïe. Malheureusement. Et le dernier. Bon, le dernier, du coup, c'était les Sixers. Nuggets. Non. Éliminé. Le dernier, vous l'avez pas dit. Attention. Qui a 2 titres, dont le dernier en 95. Mais ça remonte. 94-95. Ah, les Rockets. Oui. Bravo Louis. Bravo. Louis qui s'impose sur ce jeu. Merci à tous les 4. On va tout de suite passer, après le générique, à la deuxième partie de l'émission. Merci à vous. Merci.
On va revenir tout de suite aux fondamentaux avec le football, évidemment, parce que les affiches de Première Ligue sont très très excitantes ce week-end. On va démarrer avec un petit avant-match de Liverpool-Chelsea. Anthony, déjà bonsoir à tous les trois. Bonsoir à tous. Déjà oui, bonsoir. Liverpool-Chelsea, grosse affiche de Première Ligue ce week-end. Les deux clubs sont un peu dans le mal, ils sont à 10 points du Big Four. Complètement dans le mal même. Donc les Big Four, le Big Four, les 4 premiers pour ceux qui ne savent pas. Liverpool 9e place et Chelsea 10e place. La dernière fois, Liverpool s'est incliné face à une très belle équipe de Brighton. C'est une équipe très agréable à regarder depuis le début de la saison. Et malgré le départ de Graham Potter à Chelsea, ils ont su maintenir un niveau constant. Il y a beaucoup de gros talents là-bas. Pour Chelsea, il faut confirmer parce qu'ils ont une victoire à Crystal Palace. C'est vrai. La dernière fois, ils ont fait aussi un recrutement XXL. Et on voit derrière, par exemple, Mudryk. Par exemple, Mudryk, Joao Félix. Joao Félix qui ne jouera pas parce qu'il a été suspendu. Oui, et oui, il ne pourra pas jouer, j'y reviendrai, parce qu'il est suspendu à cause de carton rouge. Le problème côté Liverpool, ça va être les absents. Mason Van Dijk, encore absent 2 semaines. Luis Diaz, ça fait un moment aussi, Diogo Jota. Ils étaient absents face à Brighton et ils le seront certainement face à Chelsea. Liverpool aussi, niveau tactique, forcément il va falloir trouver autre chose. Parce que quand on est obligé de faire jouer Thiago Alcantara en 10, on voit bien qu'il y a un problème. Au niveau du nombre de joueurs présents, on a beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. Donc c'est à club de trouver une bonne tactique pour pallier toutes ces blessures. Et on voit à gauche sur l'écran Gakpo qui a été recruté. Est-ce que tu penses qu'il pourra faire la différence ou pas? Est-ce que déjà tu penses qu'il va jouer pour ce match? Je pense qu'il va jouer, mais je pense qu'il va vivre une saison, un milieu de saison compliqué, parce que le temps de s'adapter à une plus grosse équipe, c'est sûr. En plus en difficulté, je pense qu'il ne pourra pas tout faire tout seul, il aura besoin de Mohamed Salah, et quand Luis Diaz il est blessé à côté, Diogo Jota aussi. Bon, quand tu arrives à porter ta sélection, je pense que ça va le faire. C'est possible, mais ça va être compliqué pour lui, mais en tout cas je lui souhaite, même si moi je miserais plus sur une victoire de Chelsea ce week-end, quoi. Est-ce que tu peux faire juste un petit prono pour ce match ou pas? Justement, je dirais victoire de Chelsea. Après le score, j'en sais rien du tout. 2-0. 2-0, ouais. D'accord. Chelsea qui est quand même à 10 points qui est 10e d'abord et qui est à 10 points du 4e Manchester United. En ayant dépensé 400 millions d'euros depuis cet été. Je tiens juste à le rappeler. 522 et quelques. Ça fait déjà Mykhailo Mudryk qui l'ont piqué à Arsenal. Tout le monde pensait qu'il allait à Arsenal, il allait des pourparlers avec Arsenal. Même lui, oui. 100 millions, pour 100 millions, ils l'ont eu. Donc, on reviendra juste après sur les transferts, mais d'abord, du coup, un choc dans le haut de classement. Arsenal 1er, Manchester United 4e, Corentin. Là, je vends du rêve. Là, s'il y a bien une affiche à regarder ce week-end, c'est celle-ci, et pas Liverpool-Chelsea, pour la simple et bonne raison que c'est le premier, comme tu l'as dit, contre le 4e. Alors, ça se jouera dimanche à 17h30. Donc retenez bien, puisqu'il y a 9 points d'écart qui séparent le Arsenal de Manchester United. Manchester United qui est sur une série folle et qui remonte de plus en plus dans le classement. Et pour moi, alors c'est pas le match du titre parce qu'il reste encore pas mal de journées, il reste encore à peu près 20 journées je crois, mais c'est un match avec 2 prétendants au titre en tout cas pour moi. C'est vraiment une belle affiche. Voilà, il y a Marcus Rashford et on se souvient que en octobre dernier, si je ne me trompe pas, Arsenal avait été battu par Manchester United. Bon, c'était à Old Trafford. Et c'est la seule défaite d'Arsenal cette saison. Donc c'est à souligner, Manchester United qui a les armes en main. Et de son côté aussi, Manchester City qui est pour l'instant 2e, affrontera Tottenham. Donc c'est quand même un match qui s'annonce... 3 gros matchs. Ouais, 3 énormes matchs entre peut-être les équipes du top 6 historiques de la Première Ligue et qui pourraient encore perdre des points et prendre du retard un peu plus sur Arsenal. Après, ils seront quand même à domicile, ils seront quand même favoris. Oui, mais c'est un match... On sait qu'ils veulent pas se concentrer sur la Première Ligue. Et après Arsenal qui a aussi beaucoup plus à perdre que Manchester United sur le plan où ils peuvent se faire aussi rattraper et que Manchester City s'il gagne peut aussi remonter. Évidemment, puisque déjà Manchester United, personne ne les attendait là il y a de cela 3 ou 4 mois. Je pense que c'est un petit peu la risée de l'Angleterre en début de saison et au final on voit qu'ils luttent peut-être pour le titre. Pardon, donc... Ouais, non, mais je pense que Manchester United peut faire quelque chose de grand parce que, comme tu as dit, ils n'ont pas la pression du leader, chose qu'Arsenal n'a pas été depuis très très longtemps. Donc je vois Manchester United battre Arsenal. Ça va être très tendu parce que c'est à Wembley. Un petit prono Non, c'est pas Wembley, c'est l'Emirates, pardon. Prono, 2-1 pour Manchester avec un but de Rashford. Allez,
Bon bah on suivra ça juste pour revenir du coup sur Chelsea et on va faire un petit point mercato avec notamment Mykhailo Mudryk, je sais pas si je prononce très bien son nom, Mudryk. Qui a rejoint Chelsea. Théo. Ouais, moi je dirais Mirailo, après on demandera à Wikipédia. Donc il vient du Shakhtar Donetsk, là où il s'est révélé, et c'est Chelsea, donc vous l'avez dit, qui a piqué Mudryk à Arsenal pour 100 millions d'euros. Je pense qu'on aura le temps d'en débattre. Je trouve que c'est un petit peu aberrant parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, quelqu'un qui valait 100 millions d'euros s'appelait Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, des joueurs. Gareth Bale. Cristiano, c'était il y a 13 ans et j'étais 90 millions. Ouais, non, mais. Maintenant, Ronaldo, il vaut 200 millions. C'est plutôt mieux. Le problème, c'est que les joueurs si jeunes valent déjà une telle somme. C'est un peu. Oui, et puis il n'a pas encore prouvé, en fait. C'est ça qui m'exaspère, c'est que des joueurs comme ça n'ont absolument rien prouvé dans les grands clubs européens. Ils se retrouvent à valoir 100 millions d'euros comme ça. Alors oui, c'est le football d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est devenu n'importe quoi, ce mercato. Enfin, le mercato est devenu n'importe quoi. Ouais, c'est qu'un pari, en fait, à 100 millions. Bref, il a joué 12 matchs de LDC. Ensuite, il y a Asdin Ounahi qui sort d'une très très grosse Coupe du Monde avec le Maroc. Plusieurs clubs ont annoncé un intérêt pour le jeune Marocain, il a 22 ans. Dont Naples et Leeds en Angleterre. Naples avait déjà fait une offre de 15 millions, mais Leeds aurait fait une offre supérieure selon l'équipe. Sauf que il y a eu un coup d'arrêt. Leeds a suspendu les négociations malgré cette offre et donc on n'en sait pas plus pour l'instant. Ensuite, on va parler de Moussa Diaby, l'international français, qui serait pisté par Arsenal, le leader de la Première Ligue, donc qui aurait entamé des discussions avec le Bayern, selon un journaliste de Sky Sport en Angleterre. On peut voir peut-être Moussa Diaby derrière sur les écrans. Mais je laisse continuer. Et donc les Londoniens, ils ont un avantage énorme dans les discussions, c'est qu'ils vont, sauf catastrophe, évidemment jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et le club de Leverkusen aurait fixé son prix à 100 millions d'euros à peu près. Toujours. Voilà. Ensuite, en France, on va passer à Lyon, qui connaît donc une crise sportive. On en avait parlé lors de la dernière émission. Administrative et avec les supporters, etc. Et donc John Textor, nouveau directeur général, qui s'active déjà sur le mercato. Puisque Lyon serait pour parler avec le jeune Joao Gomes, 21 ans, qui vient de Flamengo. C'est un 6, un milieu récupérateur. Et l'OL aurait déjà fait une offre de 19 millions. Il y avait aussi Wolverhampton en Angleterre qui avait fait une offre, mais Lyon aurait mis 2 millions de plus que Wolverhampton et donc pourrait peut-être leur shipper. Et enfin, aussi en France, au PSG, petit point, Navas pourrait peut-être retrouver Cristiano Ronaldo. Ouais. Selon l'équipe, Al Nassr aurait entamer les discussions. Il y a Al Nassr, mais il n'y a pas que Al Nassr. Et je ne sais pas si on peut voir aussi en régie, Mais Al Nassr, ce serait très chaud quand même. Ouais. En fait, Al Nassr, c'est qu'ils n'ont pas le problème de l'aspect financier, contrairement à Nottingham Forest et Bournemouth. Mais Bournemouth et Forest, ils ont des blessures au niveau des gardiens, ce qui fait qu'ils s'intéressent à Navas. Et puis ils jouent en Première Ligue. Passer du Real Madrid au PSG, à Forest ou Bournemouth ou Al Nassr, après il faut se dire que lui le seul match qu'il a joué cette année c'était contre Châteauroux. Ouais, non mais c'est ça, je trouve d'avoir signé au Paris Saint-Germain. Pourquoi faire c'est surtout Donnarumma. Oui, c'est surtout d'avoir fait venir Donnarumma alors que tu as un gardien XXL, de classe mondiale. Je comprends pas en fait la gestion du Paris Saint-Germain. Pourquoi l'avoir mis sur de Keylor Navas. Oui, enfin l'âge, pas très justifié, mais je pense qu'ils l'ont vu comme ça. Rappelle-toi qu'ils avaient acheté Buffon. Pardon, on va continuer avec le dernier transfert et ensuite on va enchaîner. Dernière info, c'était ce matin, Pablo Sarabia qui quitte le PSG, l'international espagnol va rejoindre l'Angleterre et on en a parlé, les Wolves de Wolverhampton pour 2 ans et demi. Il va rejoindre les 16e de Première Ligue quand même, contre environ 5 millions d'euros plus bonus. Ok. De toute façon, il jouait pas beaucoup au Paris Saint-Germain. Il jouait pas beaucoup. Il a joué 98 matchs quand même pour 22 buts, 12 passes et mine de rien 8 trophées quand même en 4 ans ou 3 et demi peut-être. Ouais. Toujours, on va changer de sport, mais on reste en Espagne avec le Mallorquin Rafael Nadal qui s'est incliné au 2e tour de l'Open d'Australie. Moi, je pense qu'on peut dire qu'il s'est fait manger par McDonald's par rapport au nom de famille.
D'accord. Pour être les Français qui ont fait, pour être un peu plus sérieux, voilà, il s'est fait battre 6-4, 7-5, donc c'est très très chaud. C'est quand même un gros score, pardon. Blague à part, les Français ont réalisé une nuit plutôt correcte, si on peut les voir. 3 d'entre eux se sont qualifiés pour rejoindre. Alors ça, c'est Sarabia, si on peut voir. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on peut voir quelques Français qui ont rejoint Caroline Garcia, la seule Française encore en lice, et Jérémy Chardy et Benjamin Bonzi, pardon, pour le deuxième tour. Il s'agit de Enzo Cuoco, qu'on voit en bas au milieu, Adrian Manarino, pardon, en bas à droite, et Hugo Humbert en haut à droite, qui s'est imposé contre Richard Gasquet, le Français en forme. Au contraire, 6 Français sont éliminés, du coup. J'ai parlé de Richard Gasquet, mais il y a également Corentin Moutet qui était blessé à la fin de son match, Laurent Locoli qui s'est fait remonter alors qu'il menait 2-7-0. Ensuite, on voit en haut à droite Clara Burel, en dessous Alizé Cornet et Constant Lestienne au milieu. À noter en plus, petite information, l'Italien Matteo Berrettini, qui est quand même un outsider pour remporter le tournoi, s'est incliné au terme d'un match incroyable contre Andy Murray. C'est un match qui s'est terminé en 5-7 et il a perdu 7-6 dans le super tie-break final. D'ailleurs, Andy Murray, ça faisait 5 ans, je crois qu'il n'avait pas gagné contre un top 20 en grand chelem. Ouais, c'est vrai. Ça faisait un bon paquet d'années, alors qu'il a quand même une très belle carrière, mais il a été longtemps blessé à la hanche notamment. Grosse affiche pour les Français en tout cas. Au deuxième tour, Enzo Cuoco, du coup, si on peut le retrouver avec l'ancienne image, voilà, c'est celui qui est en bas au milieu, affrontera Novak Djokovic. Voilà, ce sera le plus gros match de sa carrière. Je sais pas s'il a un coup à tenter, parce que Djokovic pour l'instant il est complètement au-dessus de tout le reste, et on suivra ça. Compliqué. Il a rien à perdre au final. Oui, il a rien à perdre. C'est quasiment impossible, mais lui c'est un peu comme Quentin Alice qui affrontait Tsitsipas, il a pas grand chose à perdre et il jouera sur le central. Voilà, pour le plaisir, c'est pour le prestige. Un très beau match. Également en ce moment, les championnats du monde de handball, Anthony, et d'ailleurs la France est en train de jouer si le match est terminé. Le match est terminé. D'accord. Il y a eu victoire des Bleus. Victoire des Bleus et ça a fait 35-24. 35-24, pardon. Belle victoire contre le Monténégro. Ouais, donc jusqu'ici, oui, tout va bien pour les Bleus avec 4 victoires maintenant en 4 rencontres. Premier de leur groupe au début, ils ont débuté le tour principal du coup par une victoire contre le Monténégro. Le match a eu lieu là à 18h, il s'est terminé à un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, ils ont enchaîné du coup un 4e succès, mais ils vont devoir enchaîner face à l'Iran vendredi. Et l'Espagne, qui ce sera plutôt le gros test cette fois, vu que c'est une grosse équipe européenne, dimanche prochain. Toutefois, à propos du match à venir encore, Guillaume Gilles, entraîneur du coup des Bleus, a annoncé le forfait de Djikamem, donc joueur clé de l'équipe. Super tard pour les Bleus. Il a été blessé après le match face à la Pologne, il me semble. Donc moi je pense qu'on va devoir se passer de ce joueur pour la sélection hand pour le reste de la Coupe du Monde, malheureusement. Donc malheureux. Parlons maintenant de l'équipe du Maroc, qui a des équipes éliminées déjà. Donc Maroc éliminé suite à 3 défaites de suite en phase de poule. Ils ont échoué face à la Croatie, c'est plutôt dommage pour une sélection qui s'était qualifiée après une belle performance en Coupe d'Afrique des Nations en terminant 3e. Donc une équipe marocaine très décevante comparée à ses compatriotes footballeurs. Oui, c'est sûr. Bon, après, c'était loin d'être favori quand même. Loin d'être favori. Bien sûr. Très loin. Loin d'être favori, pardon. Donc 7 autres équipes ont été également éliminées suite aux phases de poule. C'est le cas de l'Algérie, la Macédoine et la Tunisie. Mais juste pour revenir rapidement sur l'Afrique en handball, c'est pas si mal avec l'Égypte notamment, et peut-être le Qatar c'est plus l'Afrique, mais c'est un peu dans la même zone. L'Égypte, reste sur l'Égypte. L'Égypte qui est quand même un candidat. C'est un des favoris, un des outsiders si on préfère, parce que les favoris, il y a quand même le Danemark et l'Espagne. Mais oui, non, c'est un des outsiders et je pense que l'Égypte peut aller loin. Après, faut voir contre qui tombe en quart de finale, s'ils vont en quart de finale. C'est pas fini pour les équipes qui ont été éliminées, parce qu'il y a une Coupe du Président qui existe en Coupe du Monde de handball. On en avait parlé lors de la dernière émission, c'est un peu la Coupe des perdants. Ça détermine les places inférieures. Là, c'est de la 25e à la 32e place. Merci Anthony. Maintenant, on va faire 3 points rapides sur 3 sports qui sont pas moins médiatisés, mais on en parle un peu moins. On va commencer avec le football américain, Corentin, parce que c'est quand même une période importante de la saison. Alors, point rapide, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu les premiers tours des playoffs, alors ce qu'on appelle les tours de wild card. Alors, on a eu une grosse surprise, enfin, surprise non, mais en tout cas, les Buccaneers
Tom Brady se sont inclinés face aux Cowboys d'un homme qui a tout simplement été exceptionnel, le quarterback Dak Prescott. Je ne sais pas si on peut l'avoir à l'image. Il a tout simplement été exceptionnel, auteur de 4 touchdowns. Quel match. Ouais, quel match. Et à chaque fois, c'était des petits... Enfin voilà, il avait le vice pour tromper l'équipe adverse, donc les Bucks. Et juste pour revenir rapidement sur Tom Brady, est-ce que pour toi du coup c'est un peu la saison de trop, parce qu'il avait annoncé la fin de sa carrière et finalement il revient mais il n'est pas très performant? Ouais, enfin c'est la saison de trop parce que voilà, il se fait éliminer dès le premier tour des playoffs. Et c'est quand même la superstar du football. Oui, pour dire au grand public, il a remporté 7 fois le Super Bowl, donc ce qui est quand même pas mal. Bon, il a 45 ans, donc au bout d'un moment il faudrait peut-être dire stop. Et surtout que c'est seulement la 3e fois dans sa carrière qu'il est éliminé dès les premiers tours, donc je pense qu'il serait temps de souffler un bon coup et de dire au revoir à la NFL, sachant qu'en plus il a une offre de 35 millions sur la table pour devenir consultant pour la chaîne de la NFL. Ça se prend. Je pense que ça se prend. Pour revenir vite fait sur les playoffs le second tour des playoffs qui vont se dérouler ce samedi pour accéder au Super Bowl le 13 février prochain, qui est la grande finale que tout le monde va regarder avec le show à la mi-temps. Ça va être grandiose. Alors, on aura les Chiefs face aux Jaguars, les Eagles face aux Giants, les Bills face aux Bengals et les 49ers face aux Cowboys, qui pour moi, les Cowboys sont les grands favoris. Je sais pas ce que t'en penses. Moi j'aurais dit que j'ai toujours Kansas City. Ouais. Et j'aurais même mis après San Francisco. Alors dans le match, si tu parlais de Dallas-San Francisco, ouais. Moi j'aurais même mis les 49ers. Okay. Après pour le titre, je sais pas si tu peux me parler... Moi j'aurais quand même mis Kansas City, mais bon. C'est vrai que Kansas ils sont quand même gros favoris aussi, mais je veux dire, j'ai vu le match des Cowboys face aux Bucks, c'était quand même incroyable. Ils les ont maîtrisés de A à Z. Je sais plus, à un moment il y avait 25 points à 3 si je me trompe pas, et c'était de la maîtrise totale. Je voudrais juste parler d'un match qui a été exceptionnel, c'était les Jaguars face aux Chargers. Les Jaguars se sont imposés 31-30 après avoir fait une remontada où ils étaient menés 27-0 et ils ont gagné 31-30. Je tiens juste à dire ça comme ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Merci Gordon. Si tu peux nous faire du coup un petit point aussi sur le cyclisme. Oui, alors ça y est, les premiers tours... Le couteau suisse Corentin. C'est ça. Non mais ça y est, la saison reprend enfin, la saison professionnelle reprend enfin avec le Tour Down Under en Australie qui se déroule jusqu'à ce dimanche. Alors on a eu les 2 premières étapes depuis ce lundi, hier, avec le prologue de 5 km qui s'est conclu par une victoire de celui qu'on voit à l'image, Alberto Bettiol, l'Italien, qui du coup est toujours leader au général malgré la 2e étape qui s'est déroulée aujourd'hui et dont Phil Baos a remporté cette étape, le sprinter allemand, devant Caleb Ewan et Michael Matthews. Michael Matthews, grand favori de ce tour à domicile, évidemment. Un tour qui est de 6 étapes, Et donc voilà, il fait partie des gros favoris. À noter aussi en vélo que Mark Cavendish, l'ancien champion du monde, rejoint Astana pour cette saison avec un contrat d'1 an à la clé. Et pour tenter de se relancer ? Et pour tenter de se relancer, même si c'est vrai que... Pour finir en douceur plutôt. Voilà, c'est plutôt pour finir en douceur, parce qu'il s'était relancé avec la Quick Step, mais voilà, là c'est plutôt pour finir... chez Astana. Et enfin, un petit point sport auto avec la WRC qui a bientôt débuté, Joris. Oui, la WRC qui fait du coup son grand retour à partir de jeudi. Qu'est-ce que c'est la WRC, c'est tout simplement les championnats du monde de rallye. Qui ne connaît pas la WRC? Mais quand même, pour tout le monde. C'est vrai. Donc qui fait son grand retour le jeudi, donc 19 janvier pour le rallye de Monte-Carlo. Donc le rallye au parcours mythique sera du coup l'un des premiers événements de sport automobile de l'année, avec du coup le Dakar qui s'est terminé et qui marquera donc le lancement du championnat du monde de rallye. Alors la question c'est qui va succéder du coup à Sébastien Loeb qui a gagné du coup le rallye de Monte-Carlo l'année dernière. On a plusieurs favoris pour cette course, notamment Kail Rovanperä qui est le vainqueur de la WRC du coup 2022, donc qui est au sein de sa Toyota Yaris Rally 1 et qui est accompagné de son copilote finlandais qu'on voit juste à côté à gauche, John Altunen. Mais on aura bien sûr aussi notre Français Sébastien Ogier qui va avoir pour objectif de décrocher
décrocher une 9e victoire en principauté. Et le français va être accompagné de Vincent Hollandais en tant que copilote qu'on voit aussi à gauche sur la 3e Toyota GT Yaris Rally également. Le rallye donc débute jeudi 19 janvier à 19h55 avec la première étape du week-end entre la Bolène-Vésubie et le col de Turini. Et se termine donc le dimanche 22 janvier avec la dernière étape qui débute à midi. Les 18 épreuves du rallye de ce week-end sont d'ailleurs à suivre en intégralité sur Canal+. Il y en a 2 d'ailleurs en clair. 2 en clair. La dernière qui est en clair, je crois. Et il y en a bien. une samedi aussi. Ouais, et une samedi. Donc malheureusement la première qui est la plus mythique. Turini, c'est dommage, mais. C'est vrai qu'au Turini ça prend une belle spéciale. Donc, moi j'aurais mis une petite pièce sur Caillero Vanberra, mais bon. Ok. Très bien. On verra. Les jeux sont faits. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon du coup ce week-end gros programme. On suivra évidemment le football en Première Ligue. Bien sûr. On suivra évidemment le match de basket qui se déroulera à Paris en NBA. Playoff de NFL. Et oui bien sûr il y a gros programme. On vous laisse suivre ça de votre côté. Nous aussi on suivra et on sera là pour en débriefer lundi prochain à 18h. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à la régie, merci à vous les chroniqueurs. Merci à toi Joris. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. We can live like Jack and Sally if you want, but you can always find me. We'll have Halloween on Christmas, and in the night, wish this never ends. Wish this never ends.